possession du cours de MEF. Et donc, on va appliquer donc, le calcul MEF en MMC. On va commencer par le problème unidimensionnel. Et donc, voilà l'exemple qui est proposé. Alors, les questions qui viennent à l'esprit sont, premièrement, comment on doit former le SEA, c'est-à-dire ce que nous avons déjà démontré, l'équation K fois U égale F. La première question qui vient à l'esprit. Deuxièmement, alors, puisqu'on doit faire une discrétisation, la discrétisation va se faire en combien d'éléments? Voilà une deuxième question. Troisièmement, quels sont les types d'éléments à utiliser pour la discrétisation? Voilà. Ensuite, comment prendre en compte l'imposition des degrés de liberté, l'imposition des conditions limites? Voilà. Donc voilà les questions qui viennent à l'esprit devant un tel problème. On va les prendre ces questions une à une. Alors, d'abord, il faut remarquer que ce problème est un problème unidimensionnel. Donc, cela veut dire que les quantités vectorielles ou tensorielles deviennent finalement des scalaires. Bien. Alors, maintenant, l'une des questions les plus fondamentales, c'est quel type d'élément utiliser? Quel type d'élément utiliser? Ici, en dimension 1, on suppose que c'est une barre qui travaille en traction-compression, puisque nous sommes en mécanique. C'est une barre qui travaille en traction-compression et on va donc dire l'élément le plus simple à utiliser, c'est l'élément barre à deux nœuds. L'élément barre à deux nœuds. C'est-à-dire que nous devons déterminer KE et FE pour cet élément. Alors, je rappelle que K et FE, c'est ce qu'on appelle les matrices élémentaires. Là, c'est la matrice de rigidité élémentaire, ça, c'est le vecteur force élémentaire. Le modèle pour cet élément est celui-ci. Voilà une barre qui a deux nœuds. Je vais appeler ce nœud-ci le nœud 1, celui-là le nœud 2. Je suppose que la longueur de la barre est petite l. Alors, géométriquement, la barre est décrite par l'abscisse x, c'est-à-dire que un point quelconque de la barre est décrit par l'abscisse x. Donc, l'opération qui consiste à déterminer les matrices élémentaires, on appelle cela la formulation élémentaire. Formulation élémentaire. Et la formulation élémentaire, c'est l'opération qui consiste à calculer KE et FE pour chaque type d'élément. Donc, nous faisons cette opération pour un élément barre à deux nœuds. Je rappelle que les expressions de KE et FE sont respectivement la somme sur l'élément de transposé de B fois C fois B et oméga E. Tandis que F est égal à la somme sur le volume de transposé de N fois F et oméga E, plus somme sur gamma TE de transposé de N fois T
fois D gamma T2. Donc, cela veut donc dire que pour cet élément, nous devons donc trouver d'abord la quantité B, la quantité C, la quantité D oméga 2, la quantité N, la quantité F, la quantité T. Bien. Je rappelle que N et T, ce sont les conditions limites en effort, c'est-à-dire l'ensemble des forces extérieures imposées à l'élément. Dans ce cas particulier, je vais supposer que le volume de l'élément supporte une force volumique F, tandis que le nœud 2 supporte une force répartie surfacique T. Voilà. Voilà donc les hypothèses. Donc, F et T sont des données pour notre problème. F et T sont des données pour notre problème. Donc, il reste à trouver N, B et C. Je rappelle que N, c'est la matrice des fonctions de forme, c'est-à-dire la matrice des fonctions d'interpolation. Donc, la première chose, c'est de trouver N, puisque même B est fonction de N. Je rappelle que B, c'est la matrice de transformation, et B est issue de N. Donc, première chose ici, à ce niveau, c'est de trouver N, c'est-à-dire la matrice des fonctions de forme, la matrice des fonctions d'interpolation. Alors, à cette occasion, j'en profite pour décliner, on va dire cela comme ça, la procédure systématique d'interpolation des éléments. Alors là, je mets cela en rouge, procédure systématique, puisque c'est la même procédure que nous allons adopter pour tous les autres types d'éléments. C'est la procédure systématique d'interpolation. Absolument. C'est la procédure systématique d'interpolation. Pour interpoler un élément, quel qu'il soit, la première étape, c'est de trouver le nombre de degrés de liberté. Trouver le nombre de degrés de liberté. Parce que c'est ce nombre de degrés de liberté qui va guider à la détermination. Premièrement, c'est le nombre de degrés de liberté. Deuxièmement, il faut trouver donc la fonction générale d'interpolation. Fonction générale d'interpolation. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on sait que la fonction générale de l'interpolation, alors d'abord il faut préciser que en F, l'interpolation est uniquement polynomiale. Exclusivement polynomiale. C'est-à-dire que les fonctions d'interpolation F sont forcément des polynômes. Et qui dit polynôme dit un ensemble de monomes. Alors là, c'est extrêmement important. Donc, les éléments finis n'acceptent pas les fonctions d'interpolation, par exemple, trigonométrique, exponentielle, logarithmique, non. Les fonctions d'interpolation sont exclusivement polynomiales. Donc, on va trouver la forme générale de l'interpolation. Et donc, la forme générale de l'interpolation, donc, c'est un polynôme qui a autant de monomes qui a le degré de liberté. Troisièmement, on va écrire les conditions aux limites géométriques. On va écrire les conditions aux limites géométriques. Et
enfin, quatrièmement, on va déduire la forme nodale de l'interpolation. Déduire la forme nodale de l'interpolation. On va appliquer ce principe directement à cet élément, donc c'est extrêmement simple, vous pouvez voir que ça va aller très vite. Alors, comme il s'agit d'un problème unidimensionnel, alors chaque nœud, ici vous voyez, un élément, ça c'est l'élément le plus simple qu'on peut imaginer, hein, en dimension 1, c'est une barre à deux nœuds. Alors si là, on est en une dimension, ça veut donc dire que chaque nœud a un seul degré de liberté. Donc ça veut donc dire que ici pour nous, alors donc l'élément a donc au total 2 degrés de liberté. Donc ici, c'est l'élément à 2 degrés de liberté. Donc là, c'est extrêmement simple. Maintenant, il faut donc trouver la forme générale de l'interpolation. Alors, je vais donc écrire la forme générale du champ de déplacement U de x. C'est ça là que je cherche. On dit que ça doit être un polynôme. Un polynôme dont le nombre de monômes est égal au nombre de degrés de liberté. Donc ici, ça veut donc dire que c'est un polynôme à 2 monômes, tout simplement. Or, en dimension 1, si on liste les monômes, bien. En dimension 1, si on liste les monômes, ben, il y a le monôme constant, A0. Le monôme linéaire, A1x. Le monôme quadratique, A2x au carré. Le monôme cubique, A3x au cube. Ainsi de suite. Voilà la liste des monômes. Voilà. Et donc, pour que mon polynôme soit complet, si on dit que je dois avoir la forme générale de l'interpolation qui a 2 monômes, alors là, c'est automatique. Donc, je prends les 2 premiers. Donc, U de x est de la forme A1 plus A2x. Si j'avais un élément avec 3 nœuds en dimension 1, chaque nœud ayant un seul degré de liberté, j'aurais pris les 3 premiers monômes. J'aurais donc A0 plus A1x plus A2x au carré. S'il y avait un élément à 4 nœuds, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Étant entendu que, évidemment, plus un élément a de nœuds, plus il est difficile à formuler. Plus un élément a de nœuds, plus il est difficile à formuler. Par contre, plus un élément a de nœuds, on dirait que l'élément est riche. Et la solution qu'on va obtenir en élément fini avec ces éléments-là sera plus proche de la solution exacte. On reviendra dessus sur ce qu'on va appeler le P raffinement et le H raffinement. Donc ça, c'est une digression, on va y revenir après. Ensuite, quand j'écris les conditions limites géométriques, c'est tout simplement pour dire que, voilà, au nœud 1, je vais dire que U, c'est U1. Voilà. Donc, je vais donc dire que U en 0, c'est U1. Puisque chaque nœud ayant un seul degré de liberté, le degré de liberté au nœud 1, c'est U1. Le degré de liberté au nœud 2, c'est U2. Donc, ça veut dire que U de 0, c'est U1, tout simplement. Et si je remplace ça ici, ça veut dire que c'est A. De la même manière, U en N, c'est U2. Et d'après cette équation, U en N, ce n'est autre chose que A1 plus A de N. De telle sorte que, à partir de ce système d'équations, je vais donc trouver que A1 est égal à U1, tandis que A2 est égal à U2 moins A1 qui est U1, c'est-à-dire ça fait U2 moins U1, le tout sur L. Alors, cette équation est appelée donc la forme générale de l'interpolation.
Absolument. Cette équation est appelée forme générale de l'interpolation. Les paramètres A1 et A2 sont appelés les paramètres généraux de l'interpolation, puisque c'est avec ces paramètres qu'on détermine la forme générale de l'interpolation. Donc les paramètres A1 et A2 sont appelés les paramètres généraux de l'interpolation. Maintenant, il suffit de porter ces deux inconnus, qui sont maintenant connus, dans la forme générale de l'interpolation pour écrire que U de x est égal à U1 plus U2 moins U1, le tout sur L. Tout ceci fois x. Voilà. Ce que je peux encore mettre sous la forme, alors je regroupe les U1, donc là ça va faire 1 moins x sur L, tout ceci multiplié par U1, voilà, plus U2, plus x sur L, multiplié par U2. Voilà. Et donc, je peux donc dire que ça, c'est N1 de x multiplié par U1 plus N2 de x multiplié par U2. Donc, c'est ce que nous avons appelé dans la dernière leçon, que là, en réalité, ce sont les NI de x multipliés par UI. Voilà. Ou sous forme matricielle, voilà, 1 moins x sur L. Voilà, et x sur L, ça c'est la matrice des fonctions de forme, multipliée par U1, U2, qui est le vecteur de degré de liberté élémentaire. Voilà. On identifie donc ainsi que N1 est égal à, alors je vais le prendre cela ici, alors N1 de x est donc égal à 1 moins x sur L. Tandis que N2 de x est égal à x sur L. Quelques remarques sur les fonctions de forme. Tout le monde peut voir que N1 en 0 est égal à 1, tandis que N1 en L est égal à 0. Là, N1 en 0, oui, et N1 en... Alors là, il y a un petit souci. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc là, j'ai U2 est égal à A1, qui est U1. Ça fait donc U2 moins U1 sur L. Voilà. Donc ici, ça fait bien U1 plus A2, qui est donc U2 moins U1 sur L. Voilà. Donc là, ça fait donc oui, c'est bien ça. Alors, ensuite, N2 de L, voilà, est égal à N2 de L est égal à 1, tandis que N2 de 0, voilà, est égal à 0. Absolument. Alors, on résume ceci en disant que NI de XI est égal à delta IJ. Ça veut dire donc que si je suis au nœud 1, la fonction d'interpolation relative à 1 prend la valeur 1 et 0 de l'autre côté. Voilà. Tandis que quand je suis au nœud 2, la valeur de la fonction d'interpolation prend 1
et de l'autre côté vaut 0. Donc, ça veut dire que si je représente les fonctions d'interpolation ici, voici le nœud 1 et voici le nœud 2. Voilà. Alors, donc ici, si je représente N1, donc ça veut donc dire que N1 est comme ceci. Ça veut donc dire que voici la fonction N1. Voilà. La fonction N1 vaut 1 en 0 et 0 au nœud 2. Tandis que la fonction N2 est plutôt comme ceci. Voilà. C'est-à-dire que elle vaut cette fonction 0 au nœud 1 et puis 1 au nœud 2. Donc, chaque fonction d'interpolation est liée à un nœud. C'est ça qu'il faut retenir. Chaque fonction d'interpolation est liée à un nœud, ou plutôt à un degré de liberté. Puisque ici, il y a une identification entre nœud et degré de liberté, puisque un nœud a ici, dans ce cas particulier, un seul degré de liberté. Mais dans le cas le plus général, chaque fonction d'interpolation sera liée à un degré de liberté. Absolument. Voilà. Et ensuite, donc, on voit que là, ça c'est ce qu'on appelle la propriété des fonctions de forme. Et de l'autre côté, si je me place en un point quelconque, donc, alors, ceci, cette cote représente N1 de X. Voilà. Et celle-là représente N2 de X. Voilà. Et tout le monde peut remarquer que, alors, N1 de X plus N2 de X donne 1, quel que soit X. Donc, on peut très vite le remarquer là. Voilà. Et de telle sorte donc que, on peut donc dire que la somme de NI en un point X quelconque est égale à 1. Absolument. Voici ce qu'on appelle les deux propriétés fondamentales de l'interpolation. À savoir que, en un point quelconque X, la somme des fonctions d'interpolation doit toujours donner 1. Et la fonction d'interpolation qui est liée à un degré de liberté donne 1 quand je suis à ce degré de liberté et 0 partout ailleurs. C'est ce qu'on appelle donc les deux propriétés fondamentales de l'interpolation. De sorte que si vous trouvez des fonctions d'interpolation qui ne vérifient pas ces deux propriétés, vous pouvez directement en déduire que ce n'est pas bon et reprendre vos calculs. Absolument. Voilà. Alors ici, oui, c'est vrai qu'ici, il y a une petite... Parce que ici, c'est plutôt 1 moins x sur L. Alors, attention, faites un peu attention ici, excusez-moi. C'est 1 moins x sur L. Voilà, c'est plutôt comme ça. Voilà, d'accord. Donc ici, c'est plutôt 1 moins le x sur L. Donc ici, pareil, c'est 1 moins x sur L. Voilà. Voilà, il y a une petite erreur d'écriture. Voilà. Donc, on voit bien que au nœud 1, voilà, N1, puisqu'au nœud 1, x vaut 0. Au nœud 1, x vaut 0. Donc, N1 en 0, c'est bien 1. Ça fait donc 1 moins 0 sur L. Ça fait 1. Alors, N1 en L, ça va faire 1 moins 1, ça fait 0. N2 en 0, bah, c'est 0, puisque ici x vaut 0. Et N2 en L, alors en L, c'est-à-dire au nœud 2, x vaut L, et ça fait. Donc ceci est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle donc les deux propriétés fondamentales de l'interpolation. Si vous trouvez vos fonctions d'interpolation qui ne vérifient pas ces deux propriétés, alors vous pouvez en conclure que c'est faux et vous reprenez. Bien, donc voici
on a fini avec cette première partie, c'est-à-dire l'interpolation élémentaire. Bien. Alors, en TD, je peux vous demander ceci. Alors, j'ai fait les calculs pour une barre à 2 nœuds. Alors, vous pourriez reprendre le calcul avec une barre à 3 nœuds. Par exemple. Et je vous demande de trouver les fonctions d'interpolation pour cette barre à 3 nœuds. Voilà. Vous faites le même raisonnement et vous déterminez. Alors, une fois que j'ai déterminé les fonctions d'interpolation, il faut que j'en déduise donc les quantités élémentaires. Alors, il faut que j'en déduise les quantités élémentaires. Alors, je rappelle que les quantités élémentaires, c'est-à-dire les matrices élémentaires, ce sont les matrices K et F. Alors, quand je détermine les matrices élémentaires, je me situe en repère local de l'élément. C'est-à-dire, par exemple, je prends cet élément-ci. Voilà, je le redessine. Voici mon élément. Voici le nœud 1 qui a pour degré de liberté U1. Voici le nœud 2 qui a pour degré de liberté U2. Voici la portée de mon élément, qui est L. Alors, j'ai dit que les forces extérieures imposées, c'était F et ici P. Voilà. Cet axe-ci, je l'appelle l'axe X. Cet axe-là, je l'appelle l'axe Y. Alors, je dois calculer donc K1 égale à la somme sur oméga E de transposer de B fois C fois B et oméga E. Alors, je rappelle que je viens de trouver U de X qui est égal à A0 plus A1X. Voilà. Et j'ai trouvé qu'en réalité, ceci était égal à U1 plus U2 moins U1 sur L, le tout fois X. Voilà. Ça parce que j'ai déterminé les valeurs de ces paramètres généraux en fonction des paramètres nodaux. Voilà. OK? Donc ça, c'est l'interpolation générale. Et nous avons bien pu mettre ceci sous la forme N1, N2, le tout fois U1, U2. Je rappelle que cette forme-ci est appelée la forme générale de l'interpolation, tandis que cette forme est appelée la forme nodale de l'interpolation. Pourquoi nodale? Parce que justement, U1 et U2 sont les degrés de liberté nodaux. Nodaux, ça veut dire relatif au nœud. Bien. D'après la mécanique, d'après les équations que nous avons rappelées d'ailleurs en début de session, si ceci est le champ de déplacement, alors le champ de déformation obéit à l'équation epsilon ij est égal à ui virgule j plus uj virgule i, le tout sur 2. Ici, ça c'est l'équation générale quand je suis en plusieurs dimensions. Ici, je suis en une seule dimension. Donc, uj, c'est tout simplement U. Voilà. uj, c'est tout simplement U. Donc, comme nous y a affaire à des quantités scalaires, ça veut donc dire qu'en réalité, que epsilon est égal à U virgule x plus U virgule x, le tout sur 2. Ça va faire tout simplement donc U virgule x. Voilà. Et j'applique cela ici. Pour dire donc que epsilon de x est égal à U virgule x. Et je rappelle que la virgule, c'est tout simplement une dérivée partielle. Alors, si je dérive ceci par rapport à x, cela va me faire quoi? Cela va donc me faire tout simplement moins. Voilà. Alors, donc, ça va donc me faire ici
Tout simplement, donc, je dérive par rapport à x. Ça va donc me faire donc U2 moins U1, le tout sur L. Ça fait donc moins U2 moins U1, le tout sur L. Alors maintenant, si je veux mettre ça sous cette forme-ci, je peux donc dire que ceci est égal à moins 1 sur L, et puis 1 sur L, le tout fois U1, U2. Tout le monde peut bien vérifier que ceci est égal à moins U1 sur L, plus U2 sur L. Donc, ici, on identifie directement la matrice de transformation B pour une barre à deux nœuds. Là, tout le monde a identifié la matrice de transformation B. Là, donc, j'ai déjà B, il me reste C. Bon, C, ici, de la même manière comme je suis en dimension 1, C, je rappelle que C représente le tenseur des modules de la cécité. Comme je suis en dimension 1 et qu'il s'agit d'éléments bas, c'est-à-dire des éléments qui travaillent uniquement en traction-compression, alors donc, tout le comportement est dans le sens des X. Et il s'agit tout simplement de raccourcissement ou d'allongement de barre. À ce moment-là, on sait que c'est le tenseur des modules de la cécité se réduit tout simplement au module du E. Voilà. Et à partir de là, je peux donc calculer directement ici. Et puis la dernière remarque, il faut faire remarquer que d oméga E, je rappelle que c'est le volume élémentaire. Le volume élémentaire. Donc, d oméga E, ben, c'est tout simplement S que multiplie dx. C'est-à-dire que c'est la section de la barre que multiplie le différentiel de longueur. Tout simplement. Voilà. Avec cela, je passe directement à cette intégration-là. Alors, on peut directement passer à cette intégration qui va donc faire la somme sur mon élément, voilà, de transposer le B. Donc, je vais transposer B. Donc, je vais faire que ça va me faire. Alors, ça, je peux aussi le mettre sous la forme 1 sur L que multiplie moins 1, tout ceci fois U1 et U2. Bien, maintenant, si on transporte tout ça ici, ça veut donc dire que B, c'est 1 sur L que multiplie moins 1. Si on transposait, ça va donc faire 1 sur L que multiplie moins 1. Voilà B. C, je mets C, 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 E. Il n'y a pas de souci. B, que je viens de calculer, il est encore là. C'est donc 1 sur L que multiplie moins 1. Et enfin, d oméga E, c'est autre chose que S fois dx. Et j'intègre entre 0 et L. Tout simplement. Alors, tout le monde remarque que ici, tout ceci, il y a des indépendances. Donc, je peux sortir tout ça. Je peux sortir tout ça. Et on obtient donc directement que KE est égal à 1 sur L, 1 sur L. Ça va faire donc E, S sur L carré. Là, E sur L carré. Ensuite, je dois donc multiplier cette matrice. Donc, ça va me faire la matrice moins 1, multiplié par la matrice moins 1. Le tout, l'intégrale de 0 à L sur dx, c'est tout simplement L. Voilà. Donc, tout ceci donne ES sur L que multiplie. Je rappelle que ça, c'est un produit de deux matrices. Une matrice colonne multipliée par une matrice ligne. Voilà. Alors, donc ça, c'est une matrice, deux lignes, une colonne. Ça, c'est une matrice, une ligne, deux colonnes.
Voilà, vous savez que pour pouvoir multiplier deux matrices, il faut que le nombre de colonnes de l'une soit égal au nombre de lignes de l'autre. Sinon, on ne peut pas multiplier. Et évidemment, quand je dois multiplier ces deux matrices, je dois avoir une matrice de 2. Je dois avoir une matrice de 2. Donc ici, je fais ligne colonne, ça me fait 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Ligne colonne, ça fait moins 1. Ligne colonne, ça fait moins 1. Ligne colonne, ça fait 1. Voilà. Donc, voilà la matrice de rigidité élémentaire d'une barre à 2 nœuds pour la traction compression. Donc, je peux noter ce résultat ici pour dire donc que KE est égal à ES sur L que multiplie moins 1, pardon, 1 moins 1 multiplie 1 moins 1 moins 1 et 1. Voilà. Alors, il faut rappeler que ce calcul-là est fait une fois pour toutes. C'est-à-dire que la matrice de rigidité élémentaire d'une barre à 2 nœuds pour la traction-compression, c'est cette matrice. On n'aura plus jamais à la calculer. On la stocke une fois pour toutes et si on en a besoin, on rappelle cette matrice en mémoire et on travaille. Alors, on peut remarquer également que cette matrice est symétrique et elle est singulière. En effet, si vous voulez déterminer le déterminant de cette matrice, vous allez voir que c'est ça fois ceci. Moins ça fois ça, ça fait bien 0. Donc, le déterminant de K est égal à 0. Donc, il s'agit d'une matrice singulière. On va revenir sur ces remarques par la suite pour voir ce que physiquement ou bien mécaniquement cela implique. Maintenant, je vais donc calculer le vecteur force. Calcule le vecteur force élémentaire. Je rappelle que le vecteur force élémentaire, c'est tout simplement que j'ai FE, voilà, égale à la somme sur oméga E de transposé de N fois F fois D oméga E, voilà, plus la somme sur gamma DE de transposé de N fois T fois D gamma DE. Absolument. Alors, N, nous avons déjà trouvé N. F est une donnée. Puisque je suis en dimension, puisqu'on est en dimension 1, ça veut donc dire que F ici est de nature scalaire. D oméga E, on le connaît déjà, c'est l'élément de volume. Alors donc, ici, ce qui est important de déterminer maintenant, c'est gamma TE et D gamma TE. Alors, je rappelle que gamma TE, en réalité, c'est la portion de frontière de l'élément oméga E. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ici, alors si je modélise plus précisément une barre, voilà comment j'ai la barre. Ici, j'ai le nœud 1 et ici, j'ai le nœud 2. Voilà. Il est évident que ici, alors pour cette barre, alors là, ici, ça veut donc dire que gamma TE ici représente la frontière de, c'est-à-dire là où j'ai imposé l'effort T. Voilà. Donc, cela veut dire que là, gamma TE, c'est un élément de surface. Voilà. Gamma TE ici. L'élément de surface. C'est l'élément de surface du nœud 2. Tout simplement. On peut le remarquer que, alors si gamma TE est l'élément de surface, alors ici vous voyez que les N dépendent de X. Mais au nœud 2, X est constant. X est imposé, puisque au nœud 2, X vaut N. Donc, ce calcul va être très direct, très rapide.
Ça va donc faire ici la somme de 0 jusqu'à L, de transposer de N, c'est-à-dire 1 moins X sur L et X sur L. Voilà. Tout ceci que multiplie F, voilà, fois S et dx. Simplement. Plus la somme au lieu de transposer de N. Donc je vais donc écrire 1 moins X sur L et X sur L. Au lieu de, voilà, fois T fois ds. Tout simplement. Puisque nous venons de voir que D gamma T, c'est un élément de surface. Voilà. Donc ici, ça va faire ici Fs. Voilà. Et j'intègre ceci. Ça va donc faire x moins x au carré sur 2L et x au carré sur 2L que je prends entre 0 et L. Plus, alors ici, je peux sortir déjà T. Voilà. Alors ici, au lieu de x vaut L. Si x vaut L, ça veut donc dire que ceci vaut 0 et ceci vaut 1. Maintenant, la somme de dds au lieu de, c'est tout simplement S. Ça va donc faire, au bout du compte, Fs sur 2. Voilà. Fsl. Parce que ici, en L, en 0, ça fait 0 partout. En L, ça fait L moins L sur 2. Ça fait donc L sur 2. Et ici, L au carré sur 2L, ça fait encore L sur 2. Donc, je peux donc dire que c'est Fsl sur 2 que multiplie 1 plus ds que multiplie ici donc 0. Voilà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici? En fait, cette opération constitue ce qu'on appelle la discrétisation des efforts extérieurs imposés. Donc, ça, cette équation constitue la discrétisation des conditions aux limites dans l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'effort que vous avez mis sur les efforts extérieurs que vous avez imposés sur les éléments, ok, cette équation permet de ramener ces efforts extérieurs au nœud. Donc, c'est une équation de discrétisation de conditions limites en effort. Voilà. Alors, ici, l'interprétation est très simple. Je rappelle que F est une force volumique. Alors, S est une surface, L est une longueur. Donc, S fois L est un volume. Une force volumique fois un volume, ça vous donne une force. Et ceci veut donc dire qu'en réalité, cette force-là, vous en mettez la moitié au nœud 1 et l'autre moitié au nœud 2. Je rappelle que T est une densité surfacique d'effort. Et donc, S est une surface. Donc, tout ceci est une force qui est imposée tout simplement au nœud 2. Et le nœud 1 n'a, vous voyez ici que le nœud 1 n'a pas de force. Donc, l'interprétation est extrêmement simple. Voilà. Et ici, le fait que cette force-là soit répartie de façon équitable entre les deux nœuds est une conséquence de la nature des fonctions d'interpolation. Ici, on va voir dans la suite que cette répartition est souple parce que les fonctions d'interpolation sont linéaires. Alors, je rappelle que les voici d'ailleurs, voilà les fonctions d'interpolation, elles sont linéaires. Voilà. Et donc, c'est pour ça donc, que cette répartition est souple. Alors, d'ailleurs, par abus de langage, quand les fonctions d'interpolation sont linéaires, on va dire également que l'élément est linéaire. Voilà, donc, là-bas, à 2 est linéaire. Hein? Comme là-bas, à 3 nombres, voilà, que c'est une barre quadratique, ainsi de suite. Donc, on confond le type d'élément avec la nature de ces fonctions d'interpolation. Fonction d'interpolation linéaire, on dit que l'élément est linéaire. Fonction d'interpolation quadratique, on dit que l'élément est quadratique.
Et à ce moment-là, la répartition des forces O2 ne sera plus équitable. Voilà. Donc, vous pouvez faire l'illustration de ce que nous sommes en train de dire là avec l'élément A3. Alors donc, j'ai fini avec la formulation élémentaire et donc, voici la matrice de rigidité élémentaire, voici le vecteur force élémentaire. Et je rappelle que ces matrices sont calculées une fois pour toutes. Donc, on n'aura plus jamais à calculer cette matrice, ces deux matrices. Tant qu'il s'agit d'une barre à deux nœuds qui travaille en traction-compression. C'est une fois. Bien. Alors, une fois que j'ai ça, maintenant, je vais revenir donc au problème de base. Il s'agit donc de résoudre donc, ma structure que nous avons déposée dès le début. Alors, je rappelle que cette structure est celle-ci. Voilà, donc j'ai une barre comme ça. Voilà. Voilà, avec un effort. Alors, résoudre une structure comme celle-ci, qu'est-ce que cela veut dire? Résoudre une structure comme celle-ci, ça veut dire trouver le champ de déplacement, trouver le champ de déformation, trouver le champ de contrainte et éventuellement trouver les réactions d'appui pour vérifier que la structure est globalement en équilibre. Bien. Alors, pour trouver le champ de déplacement, je dois donc résoudre l'équation, le système d'équation algébrique K fois U égale F. Maintenant, je vais décliner la procédure systématique pour résoudre ce problème. Petit 1, il faut discrétiser, ou bien il faut mailler la structure. Qu'est-ce que ça veut dire mailler la structure? Mailler cette structure, ça veut dire d'abord choisir le type d'élément avec lequel on va faire ce calcul et choisir le nombre d'éléments. Choisir le type et le nombre. Alors, à ce niveau, on peut faire le commentaire suivant que plus le nombre d'éléments est important, plus la solution approchée va justement s'approcher de la solution exacte. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le hash raffinement, c'est-à-dire diminuer la taille des éléments pour améliorer la séquence de solution. Donc, on doit d'abord mailler la taille. Dans ce cas, bon, on peut prendre deux éléments par à deux nœuds. Une fois qu'on a maillé, la deuxième étape consiste à faire une boucle séquentielle sur les éléments et rappeler les quantités élémentaires. Je parle de rappeler les quantités élémentaires puisqu'à ce niveau, on suppose que les éléments sont déjà connus. Or, dire qu'un élément est connu, ça veut dire qu'il est formulé. Il est formulé, ça veut dire qu'on connaît sa matrice de rigidité élémentaire et son vecteur force élémentaire. On fait une boucle séquentielle sur les éléments en repère local. Repère local. Troisièmement, on projette les quantités élémentaires dans le repère global. Quatrième étape, on fait l'assemblage. Cinquième étape, on résout le système. Et sixième étape, on calcule les inconnus principales et secondaires. Cette procédure est également systématique. C'est-à-dire que pour tous les problèmes, c'est comme cela qu'on doit procéder. Bien. Alors, je fais ça, on va l'appliquer directement ici. Bon, ça c'était un cas simple, donc ça va aller très vite.
Alors, je dis donc que nous allons utiliser deux éléments bar à 2 nœuds, puisque pour l'instant, il n'y a que l'élément bar à 2 nœuds que nous avons formulé. Donc, ici, il n'y a pas de choix. C'est cet élément-là que nous devons utiliser. Donc, je vais donc dire qu'ici, j'ai donc deux éléments. Je vais dire que ça, c'est l'élément 1 et ça, c'est l'élément 2. Voilà. Et les nœuds, je vais dire que ça, c'est le nœud 1, ça, c'est le nœud 2 et ça, c'est le nœud 3. Voilà. Donc, je vais donc mailler ma structure comme ceci. Voilà. À savoir que ça, c'est l'élément 1, ça, c'est l'élément 2. Et ici, ça, c'est le nœud 1, le nœud 2, et là, le nœud 3. Voilà. Alors, ça, la première étape est finie. J'ai maillé, c'est-à-dire j'ai trouvé le type d'élément et le nombre d'éléments. Maintenant, deuxièmement, je fais une boucle séquentielle sur les éléments en repère local. Et je rappelle les quantités élémentaires. Donc, je prends l'élément 1. Voilà, l'élément 1, il est comme ceci. Voilà. Avec les nœuds 1 et 2. Alors, cette numérotation en rouge là, c'est ce que je vais appeler la numérotation globale. Parce que la structure elle-même a 3 nœuds. Mais chaque élément n'a que 2 nœuds. Donc, je dois distinguer la numérotation globale de la numérotation locale. Donc, ici, je veux dire que localement, ça c'est le nœud 1 et ça c'est le nœud, ça c'est le nœud 2. Voilà. Et donc, ici, je vais donc avoir tout simplement que K1 est égal à E fois S1, puisqu'on a dit que cette section-ci c'est S1 et celle-là c'est S2. C'est E fois S1 sur L que multiplie 1 moins 1 moins 1. Donc là, je n'ai plus de calcul à faire. Ça a déjà été calculé. Alors ici, on voit que le nœud, l'élément 1 n'a aucune force imposée. Il n'a ni force volumique, ni force surfacique. Donc je vais donc dire que F1 est identiquement nul. 0, 0. Bien. Alors maintenant, je prends l'élément 2. L'élément 2, il est comme ceci. Alors globalement, il a les nœuds 2 et 3. Globalement, il a les nœuds 2 et 3. Et localement, je peux toujours numéroter ça 1 et 2. À ce moment-là, je vais tout simplement dire que K2 là, est égal à ES2 sur L que multiplie 1 moins 1 moins 1, 1. Voilà. Tandis que S2, alors pour F2, bon, je remarque tout simplement qu'il y a une force P au nœud 2 local, au nœud 2 local de l'élément 2. Donc, ça veut dire tout simplement que je vais donc avoir ici PS2, puisque la surface ici c'est S2. PS2 que multiplie donc 0, 1. Voilà la deuxième étape qui est faite. Alors, maintenant, la troisième étape, il s'agit de projeter les quantités élémentaires dans le repère local. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois calculer les K'. Je dois calculer K'1, qui, je le rappelle, est égal à transposé de D1, voilà, fois K1 fois D1. Voilà. Et je rappelle que T1, c'est la matrice de localisation. Voilà. T1, c'est la matrice de localisation. Donc, cela veut dire que quoi? Alors, cela veut dire que quoi? Cela veut dire que je dois d'abord déterminer T1. T1, c'est la matrice qui me permet de localiser l'élément 1 dans toute la structure. Alors l'élément 1 a pour U1 combien? U1, c'est-à-dire le vecteur de degré de liberté de l'élément 1, c'est tout simplement U1 et U2. Et je dois dire que ça, c'est une matrice que multiplie grand U, c'est-à-dire U1, U2.
U2 et U3. Donc, tout le monde voit que cette matrice-ci, c'est 1, 0, 0, et puis 0, 1, 0. Donc, voilà la matrice T1. La matrice T1. Donc, cela veut donc dire que K'1 est égal à transposer de T1, c'est-à-dire, ça va faire 1, 0, 0, 0, 1, 0, que multiplie K1, c'est-à-dire ES1 sur L, que multiplie 1, moins 1, moins 1, 1. Voilà, donc là, ça fait K1 fois T1, c'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 1, 0. Tout simplement. Alors, je vais d'abord multiplier cette matrice par celle-là, et ensuite, son résultat, je vais le multiplier par ceci. Voilà. Alors, si je fais K1 fois T1, ça va faire tout simplement quoi? Si je fais K1 fois T1, ça va faire tout simplement, alors, ES1 sur L, que multiplie. Alors, je fais ligne fois colonne, ça fait 1. Ligne fois colonne, ça fait moins 1. Ligne fois colonne, ça fait 0. Je reprends ici pour la deuxième ligne. Ligne fois colonne, ça fait moins 1. Ligne fois colonne, ça fait 1. Et ensuite 0. Maintenant, alors, il me reste à multiplier cette matrice-ci par le transposé de T1 pour trouver K'1. Voilà, on peut le faire directement ici. Cela veut donc dire que K'1, ça va faire tout simplement. Alors, je prends ceci que je multiplie par ça. Donc, ça va me faire ES1 sur L. Alors, maintenant, je prends cette ligne fois cette colonne. Ça me fait bien 1. Ligne fois colonne, ça me fait bien moins 1. Là, 0. Je prends la deuxième ligne. Ligne fois colonne, ça fait moins 1. Ligne fois deuxième colonne, ça fait 1. Et ici, 0. Et ensuite, pour la troisième, ça fait 0, 0. Donc, voilà K'1. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que tout le monde peut remarquer que pour passer de K1 à K'1, voilà, tout se passe comme si, au lieu d'avoir une matrice 2-2, j'ai plutôt mis une matrice 3-3, mais j'ai rempli les deuxièmes, les troisièmes et les troisièmes colonnes par des 0. Alors là, l'explication est très très simple. Alors, K1 est relatif au degré de liberté U1 et U2. Ça veut donc dire que le degré de liberté U3 n'intervient pas dans l'élément 1, tout simplement. Et rappelez-vous que les fonctions d'interpolation sont toujours relatives au degré de liberté. Même chose pour les matrices de rigidité. Les matrices de rigidité sont toujours relatives. Les composants de la matrice de rigidité sont toujours relatifs au degré de liberté. Donc ici, vous voyez donc que cette opération-là de projection dans le repère global, mais ça consiste tout simplement à introduire ici des zéros pour que les zéros correspondent au degré de liberté qui n'appartient pas à l'élément considéré. Tout simplement. Donc, dans la suite, vous allez voir que ce calcul, si vous l'avez fait une fois pour tout, et on a fait cette remarque-là, et c'est cette remarque qui va nous conduire pour tout le reste. En ce qui concerne les projections. Voilà. Donc, si tout le monde a bien compris cela, on peut directement projeter la deuxième matrice et on va donc dire que K'2 est égal à, alors, K'2 est tout simplement égal à partir d'ici, je regarde ici, ça fait ES2 sur L. Maintenant,
Alors, ici, on peut remarquer que c'est l'élément 1, c'est le nœud 1 global qui n'appartient pas à l'élément 2. Et donc, ça veut tout simplement dire que ici, je vais introduire 0, 0, 0 partout. Voilà. Qui correspond au degré de liberté 1. Et ensuite, maintenant, je transporte cette matrice réelle qui correspond au degré de liberté 2 et 3. Donc, 1, moins 1, moins 1 et 1. Et tout ceci est toujours relatif à U1, U2, U3, U1, U2, U3. Donc, vous voyez que c'est ça la nécessité de projeter d'abord les matrices élémentaires dans le repère global avant de faire l'assemblage. Parce que cette matrice est relative à U1 et U2. Cette autre est plutôt relative à U2 et U3. Hein? Donc, on ne peut pas, comme ça là, ajouter de façon brute, d'accord, deux matrices qui ne sont pas prises dans le même repère. Ça n'aurait pas de sens. D'où la nécessité de ramener donc les deux matrices dans le repère global avant de faire l'assemblage. Simplement. Alors, pour F2, pour F'2, ça va être également simple. On va donc écrire que F'2, voilà, est égal à PS2 que multiplie les également c'est 0, 0 et 1. Parce que ceci est relatif au degré de liberté U1, U2 et puis U3. Ceci veut tout simplement dire que globalement, pour cette structure, on a mis un chargement au nœud 3. Globalement, le chargement n'existe qu'au nœud 3. Au nœud 1 et au nœud 2, il n'y a pas de chargement. Voilà. À partir de là, maintenant, je peux faire l'assemblage. Alors, l'assemblage, c'est tout simplement une addition brute des matrices élémentaires projetées dans le repère global. Voilà, c'est-à-dire que K, c'est tout simplement K'1, voilà, plus K'2. Voilà, là vraiment, une addition brute. Voilà, une addition brute. Donc, si on fait cela ici, ça veut donc dire que ça va faire ES, E sur L, E sur L, voilà, que multiplie E sur L, que multiplie. Alors ici, ça va faire S1, moins S1 et 0. Ici, pour la deuxième ligne, je vais me faire moins S1, voilà, S1 plus S2 et moins S2. Voilà. Et pour la troisième ligne, ça va me faire 0, moins S2 et S2. Tandis que F, ça va faire tout simplement F'2, c'est-à-dire PS2 que multiplie 0, 0 et 1. Bon, on peut remarquer également que cette matrice, ça c'est ce qu'on va appeler tout à l'heure la matrice globale brute. Voilà, c'est la matrice globale brute. On peut remarquer qu'elle est symétrique et singulière. En effet, si vous calculez le déterminant de cette matrice, vous allez voir que ce déterminant est nul. Et elle est également symétrique. Sur le plan mathématique, donc, il y a une question sérieuse qui se pose parce que nous voulons résoudre ce système. Et on se rend compte que quand il y a une matrice singulière, ça veut donc dire qu'on ne peut pas éliminer, U de cette équation. Parce que si on peut éliminer U de cette équation, ça veut donc dire que je peux pré-multiplier cette équation par K-1. Alors, je vais donc avoir K-1 fois K fois U égale à K-1 fois F. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je puisse écrire ça. Donc, il faut que K-1 existe. Si K-1 n'existe pas, je ne peux pas éliminer U dans cette équation. Et justement, la matrice singulière veut dire que K-1 n'existe pas, puisque pour une matrice singulière n'est pas inversible. Voilà.
Alors, donc là, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Alors, pourquoi? Ben, c'est évident ici, sur le plan mathématique, je viens de donner l'explication, mais sur le plan physique, ben, ça correspond au fait que cette structure n'est pas encore attachée. D'accord? Donc, ça veut donc dire que U, pour l'instant, est indéterminée. Tandis que la matrice peut flotter dans l'espace, la structure peut flotter dans l'espace puisqu'elle n'est pas fixée. La mécanique que nous faisons, c'est la mécanique du point fixe. Donc, il faut fixer un point. D'accord? S'il n'y a pas de point fixe, on ne peut pas avoir de déformation. Donc, voilà l'explication mathématique et physique. Donc, d'où maintenant l'importance de la prise en compte des conditions limites. La condition limite ici, c'est quoi? La condition limite ici, c'est que U1 est égal à 0, puisqu'on voit que le nœud 1 est en place. Donc, U1 est égal à 0. Hein? Alors, si U1 est égal à 0, ça veut donc dire que, en fait, U1 est connu. U1 est connu. Voilà. Et si U1 est connu, ça veut donc dire qu'on n'a plus besoin de déterminer U1. Voilà. En conséquence, sur le plan de la résolution, on sait que chaque ligne et chaque colonne de la matrice de rigidité est liée à un degré de liberté. Ça, c'est lié à U1, ça, c'est lié à U2, U3. Ça, c'est U1, U2, U3. Alors, si U1 est déjà connu, on n'a plus besoin donc de déterminer U1. Je vais donc barrer les lignes et colonnes qui correspondent au degré de liberté connu. À ce moment-là, on va dire que la matrice réduite, qui est maintenant régulière, on peut noter cela KR, c'est-à-dire la matrice réduite, c'est E sur L que multiplie S1 plus S2, moins S2, moins S2 et S2. Et là, vous voyez que cette matrice réduite est maintenant régulière. Son déterminant est différent de 0. Hein? Donc, on va donc dire que cette équation-là est une équation brute. Et maintenant, de l'équation brute, on doit extraire. D'accord? On va extraire, on va dire la partie utile. D'accord? C'est-à-dire l'équation réduite. L'équation réduite, donc c'est ça. L'équation réduite va nous donner donc l'équation réduite va nous donner donc en fait. Alors, les degrés de liberté maintenant que je cherche sont tout simplement U2 et U3. Donc, l'équation réduite, ça va donc être, après avoir pris en compte les conditions limites, ça va donc être E sur L que multiplie, voilà, S1 plus S2, moins S2, moins S2, S2, fois U2, U3, hein, puisque c'est les vrais degrés de liberté, hein, d'accord? Les degrés de liberté, d'accord? Voilà, est égal à, alors ici, donc il va me rester donc PS2 que multiplie 0,1. On dit que ce sont des degrés de liberté significatifs. U2 et U3 sont des degrés de liberté significatifs. Puisque U1 lui est déjà connu. Voilà. Alors maintenant, il faut donc qu'on résolve ce système pour trouver donc U2 et U3. Bon, alors, la résolution donne. La résolution ici va donner. Alors, la résolution donne. Voilà. Alors, la résolution donne donc U2 est égal à. La résolution ici donne que U2 est égal à PL sur S1 que multiplie S2. Et U3 donne PL sur S1 que multiplie S1 plus S2. Et donc, nous répondons directement à la première question, à savoir le champ de déplacement. Le champ de déplacement, c'est-à-dire
Le vecteur global de degré de liberté, c'est ce que nous avons appelé l'amplitude, égale U1, U2, U3, égale 0, parce que U1 c'est 0, PL sur ES1, S2, et PL sur ES1, si c'est 1, fois S1 plus S2. Nous avons répondu à la première question. Le champ de déplacement. Maintenant, il faut en déduire les champs de déformation, les champs de contrainte et éventuellement les réactions d'appui. Bien. Alors maintenant, pour les champs de déformation, je rappelle que les champs de déformation et les champs de contrainte sont des quantités locales. Donc, ça veut donc dire que pour calculer la déformation et la contrainte, il faut revenir au repère local des éléments. Revenir au repère local des éléments. Voilà. Et je rappelle donc que epsilon 1, c'est tout simplement égal à V1 fois U1. Tout simplement. Puisque nous avons déjà donné cette expression. Alors, B est une constante, on a dit que c'est 1 sur L, que multiplie moins 1. Et U1, ce n'est autre chose que U1, U2. Donc, ceci, c'est tout simplement U2 moins U1, le tout sur L. Voilà. Alors, ici, si je fais U2 moins plus U1 est égal à 0, ça va faire tout simplement U1 sur L. Ça va faire tout simplement U2 sur L. Or, voici U2. Ça va faire donc tout simplement P sur ESP, S2 sur ESP. Absolument. Et sigma 1 est égal à E multiplié par epsilon 1. C'est la loi de Hooke simple. Donc, voici epsilon 1. Si je multiplie par E, ça va faire donc tout simplement PS2 sur S1. Je fais la même chose pour l'élément 2, à savoir que epsilon 2 est égal à B2 fois U2. Voilà. B2, c'est toujours 1 sur L, que multiplie moins 1, 1. Voilà. Et U2, ce n'est autre chose que U2, U3. Voilà. Ce qui donne donc U3 moins U2, le tout sur L. Nous avons ici U3 devant nous, nous avons U2 devant nous. Si nous faisons U3 moins U2, tout le monde voit que ça va faire donc. Alors, ça va faire donc, ici c'est PLS2 sur ES1. Donc, ça va donc faire PLS1 sur ES1. Ça va donc faire tout simplement PL sur tout simplement PL sur. Et donc, sigma 2, ça va faire E fois epsilon 2. Là. Et si je multiplie E par epsilon 2, ça va me donc dire que ici, il n'y a plus de L. Voilà. Et maintenant, ES2, ça va faire tout simplement P. Voilà. Bon. Donc, ça, on va aller dans quoi? On a perdu les images. Ok. Nous étions encore au niveau de sigma 2 là. Sigma 2, oui. Sigma 2 est égal à E fois S2. Alors, donc ici,
epsilon 2, nous venons de calculer, c'est P sur E. Et en multipliant par E, ça fait tout simplement P. Et donc, tout le monde voit bien que le deuxième élément, on dit que ça, la solution quand même recrache les conditions moléculaires. Donc, tout le monde voit que la contrainte sur le deuxième élément, c'est évidemment P. Par contre, il y a une discontinuité de la contrainte et de la déformation en ce nœud. Parce que vous voyez que si je me place au nœud 2, à gauche, la déformation vaut PS2 sur ES1. Alors qu'à droite, F1, c'est fini. Non, c'était. Il y a encore un problème. Les gars sont vraiment concentrés. Hein? Ils sont vraiment concentrés. Oui. Prof, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut profiter de cet instant pour poser une ou deux questions là? Ouais, madame. Ah non, c'est un peu différent. On a mis la combat à 9, j'ai mis entre 7h et 9h chante. Là, c'est l'heure, on a fait la combat sur la plateforme. Ah, et ça a programmé la plateforme. Oui. Tu as programmé la On a plateforme. mis entre 6h50 et 9h30. Et puis on a recommencé quand tu as oublié de À la déprogrammer. Oui, c'est ajusté. Prof, s'il vous plaît, on voulait profiter pour poser quelques questions là. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus le prendre. C'est bon. D'accord. Bien. Donc, rappelez-vous, il s'agissait de résoudre ce problème complètement, c'est-à-dire trouver le champ de déplacement, nous l'avons déjà fait, trouver le champ de déformation, c'est fait, le champ de contrainte, c'est fait. Maintenant, il reste les réactions d'appui. Bien. Alors, la formule pour calculer les réactions d'appui, c'est que RI
est égal à KIJ, UJ moins le second membre en I. Voilà la formule générale pour calculer les réactions d'appui. Voilà. Alors, avec ici K matrice brute. K matrice brute, c'est-à-dire pas la matrice réduite. K matrice brute et les degrés de liberté U, I sont relatifs simplement aux degrés de liberté imposés. Ce sont les degrés de liberté imposés. Donc ici, il y a autant de réactions d'appui qu'il y a des degrés de liberté imposés. Voilà. Donc ici, chez nous, il est évident que nous avons un seul degré de liberté imposé, c'est U1. Donc nous devons donc calculer la réaction en U1. Rappelez-vous le principe de dualité en mécanique, c'est extrêmement important, vraiment de comprendre cela. Le principe de dualité, c'est-à-dire que là où nous avons imposé une condition limite en déplacement, l'effort correspondant doit être calculé sous forme de réaction d'appui. Tout simplement. Donc là, c'est extrêmement important. Donc cela veut dire que cette équation n'a de sens que si le degré de liberté correspondant est imposé. Voilà. Donc ici, il y aura une seule réaction d'appui qui correspond au degré de liberté U1. Et je vais donc calculer que R1 est égal à K1 J UJ moins le second membre en 1. Et K1, ça veut dire que quoi? K1, ça veut dire la première ligne de la matrice brute. Alors, on peut rappeler donc la matrice brute. On peut rappeler que la matrice brute K, c'était, je crois, et vous voyez donc qu'il ne reste donc que K1, K12 fois U2. Or, K12, c'est quoi? C'est moins ES1 sur L. Ça va faire donc moins ES1 sur L. Voilà. Que multiplie U2. Or, nous avons trouvé que U2 était égal à. Nous avons trouvé que U2 était égal à. Nous avons trouvé que U2 est égal à PLS2 sur S1. PL.
S2 sur S1. Sur S1. Voilà. Donc, ça fait quoi? Alors, tout le monde voit le S s'en vont, le E s'en vont, les L s'en vont. Prof, on a un souci là. Il me reste une question. Oui, attendez que je finisse. Ça me fait donc moins P fois L2. Ça veut dire que je suis en train de calculer une réaction d'appui. C'est-à-dire que bon, P est une charge c'est-à-dire la dimension d'une contrainte. S2 a la dimension d'une spectacle. Donc, on peut bien un effort. Et si je modélise donc cette structure globalement, j'aurais imposé ici une force PS2. Et ce que me montre cette équation, ça veut dire que la réaction d'appui ici, c'est également PS2, mais pris dans l'autre sens. D'où le sens moins. Donc vous voyez que globalement, la structure est en équilibre. Alors si après votre solution élément fini, la structure n'est pas globalement en équilibre, c'est que la solution est fausse. Il faut que ce soit bien clair. Puisque nous avons démontré dans le cours que la méthode des éléments finis est, comme d'ailleurs toutes les méthodes numériques, est globalement conservative. Par contre, localement, elle est non conservative. Je fais encore la remarque ici que au nœud 2, comme vous avez vu, ici au nœud 2, si je prends le nœud 2 ici, voilà, vous voyez que la limite, si je prends les limites à gauche et à droite, de la contrainte et de la déformation. À gauche, la déformation, c'est PS2 sur S1. Voilà. Donc ici, epsilon à gauche est égal à PS2 sur ES1. Et la contrainte est égale à, PS2 sur S1. Voilà les contraintes et les déformations à gauche. Alors à droite, la déformation c'est P sur E. Alors que la contrainte c'est P. Vous voyez donc que, au nœud 2, il y a une discontinuité des quantités locales. Il y a une discontinuité des quantités locales. D'accord? Voilà. La contrainte, les déformations sont différentes. Les contraintes sont différentes. Donc, ça veut dire que les déformations des contraintes ne sont pas continues au nœud 2. Donc, ça, c'est une conséquence justement de la nature approchée de la solution. Puisque si la solution était exacte, alors toutes ces quantités seraient continues. C'est-à-dire, est la fonction elle-même et ses dérivés. Voilà. Maintenant, je écoute votre question, oui. La question maintenant. Tout à l'heure, Bob. Oui. Tout à l'heure, quand on a eu interruption du signal, là, nous étions au niveau de sigma 2 qui était égal à P. Oui. Bon, juste quand le signal est revenu, bon, je me retrouve déjà dans les réactions là. Je voulais savoir à quel niveau vous avez relancé. Non, c'est tout simplement une continuité. Parce que quand j'ai fini avec ça, ça veut donc dire que j'avais déjà donc déterminé le champ de déplacement, le champ de déformation et le champ de contrainte. Il fallait tout simplement donc calculer les réactions d'appui. Et donc j'ai continué donc ici en mettant la formule générale pour ce calcul. Est-ce que je réponds à votre question? D'accord, Paul, c'est compris, c'est répondu. Merci. Alors, ceci, c'est la fin donc de cette troisième session. Alors, s'il y a des questions, vous pouvez continuer à les poser, soit oralement, soit par écrit, hein, en tapant sur le site, pour que j'y réponde. Voilà. Même si vous avez d'autres questions sur les deux premières sessions qui sont passées, vous pouvez toujours les poser. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. On y répond au fur et à mesure. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pour il y a une question là. Oui. Et pour hier, au niveau de l'exercice que nous avons eu à faire hier là. Oui. C'est question de faire le. Permettez, je rentre un peu.
Bon, j'ai constaté qu'on n'a pas utilisé l'élément de surface. On a plutôt utilisé l'élément de volume. L'élément de volume sur, Oui, sur le TD. Oui, prof, sur le TD. Oui, sur le TD, oui. Par définition, quand je dis par exemple que pi, d'accord, pi égale à 1,5 de UX, EUX. Ah oui, QX, ok, QX. Non, pour Q, alors Q c'était plutôt le chargement. Alors je rappelle que le problème est celui-ci. Alors j'ai ici un chargement linéique, on est bien d'accord? D'accord, prof. Alors maintenant Q linéique est égal à CX porté par X. Est-ce qu'on est d'accord? Tout à fait. Bien. Alors, donc votre question c'est quoi exactement? Je ne comprends pas. Votre question c'est quoi? Ma question c'est lors du développement de PIP, on a utilisé le premier membre. Dans le développement, oui, on a dit que c'était intégral. Intégral. Dans l'espace de 1,5 de UX. 1,5 de U virgule X, oui, qui est epsilon, oui. Oui, et E. EUX. Oui. EUXX. Absolument, multiplié par E, multiplié encore par U virgule X qui est epsilon, oui. Fois SDX. Absolument, fois SDX, absolument, SDX. C'est ça qui est D oméga. Effectivement. Oui. Jusque-là, c'est très bon. On a maintenant utilisé moins CX sur S. Oui. Alors, donc, parce que ici, alors si je rappelle la définition de pi, alors revenons ici. Pi, de façon générale, c'est ceci. C'est la somme de 1,5 de transposé de epsilon que multiplie epsilon d oméga. Ensuite, il y a d'autres termes, il y a des termes, et ensuite, maintenant, il y a des termes moins intégral. Ça, c'est toujours sur oméga. Voilà, de transposer de F. Voilà, de transposer de. Non, oui, c'est ça, de transposer de F. Voilà, fois U d oméga. Absolument. On est d'accord à ce niveau, prof. Bon, maintenant, non, le problème, c'est de déterminer F. Il y a un membre que vous avez laissé, prof, le membre qui est moins intégral de TU. Pourquoi on ne l'a pas utilisé? Moins combien? Oui. Il n'y a pas de T. Oui, il y a le terme, oui. Il y a le terme moins intégral sur gamma T, voilà, de transposer de T fois U de gamma T. Oui. Mais dans ce cas particulier, il n'y a pas de force surfacique, justement. C'est pour ça que ce terme-là s'en va. La force Q qui est égale à CX est une force linéaire. Vous l'avez utilisé dans l'élément de volume. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser dans l'élément de surface? Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il n'y a pas de force surfacique à ce niveau? Ah, mais parce que c'est dit dans l'énoncé. Dans l'énoncé, on a dit que la seule force extérieure, c'est la force Q, qui est une force linéique, c'est une force intérieure à la structure. C'est dit dans l'énoncé. D'accord, prof, c'est compris. Si la force est simplement à l'intérieur du volume, ça veut dire qu'il n'y a pas de force surfacique. C'est ça, c'est ce que dit le libellé du texte. Effectivement. Je n'avais pas vu le test, on n'a pas eu le test. Bon, comme on est en direct là, le test, ça m'a échappé. Oui, c'est vrai que je dicte plutôt. Ça, vous avez raison. Donc, il faut seulement rembourser. On ne vous écoute plus, prof. Votre micro est désactivé, visiblement.
Alors, prof, s'il vous plaît, on ne vous écoute plus là. Nous avons les images, mais il n'y a plus de son. Nous n'avons pas le retour du son, je vous en prie. Puisqu'on voulait encore rebondir au niveau des réactions d'appui là, pour savoir exactement comment ça se calcule là. On aimerait avoir un peu d'explication. Même sans le son, vous pouvez écrire, on va observer, prof. On n'entend plus rien, hein, vraiment. Il n'y a plus de son. Justement, le son a disparu là. Nous n'avons plus de son.